Bienvenue sur la chaîne Estime de Soi, pensez à vous abonner et activer la cloche de notification pour ne pas rater les épisodes prochains. On ne peut jamais savoir ce qu'il faut vouloir, car on n'a qu'une vie, et on ne peut ni la comparer à des vies antérieures, ni la rectifier dans des vies ultérieures. Il n'existe aucun moyen de vérifier quelle décision est la bonne, car il n'existe aucune comparaison. Tout est vécu tout de suite pour la première fois, et sans préparation. Milan Kundera, l'insoutenable légèreté de l'être. Qui n'a éprouvé cette souffrance liée à la conviction ou au doute de ne pas avoir fait le bon choix à un moment de son passé? Le regret est fréquent lors des problèmes d'estime de soi. Il y a une sorte de symétrique de l'hésitation et de la procrastination. Avant d'agir, on se demande « j'y vais ou je n'y vais pas ?» Puis c'est « j'ai bien fait d'y aller ou non ?» Si l'échec est advenu, le regret est évidemment encore plus vif. Il arrive que certaines personnes à basse estime de soi préfèrent ne pas s'engager ni choisir pour ne pas éprouver de regret. L'envie d'agir est dissuadée par anticipation. C'est que l'échec peut procurer une si vive douleur. Agir ou ne pas agir, que va-t-on le plus regretter? Paul et Pierre possèdent des actions de deux sociétés cotées en bourse, la société A et la société B. L'année dernière, Paul, qui avait placé depuis longtemps tout son argent en A, a eu envie de changer et de tout investir dans la société B. Mais il ne l'a pas fait. Et il a perdu à cause de cela 2000 €, car la société B a fait de gros bénéfices alors que A subissait des pertes. De son côté, Pierre possédait des actions de la société B, et il a eu la mauvaise idée de tout transférer sur la société A. Il a ainsi perdu, lui aussi, 2000 €. Les deux hommes ont donc connu la même mésaventure d'un strict point de vue financier. Pourtant, si on demande à des observateurs extérieurs de décrire lequel des deux devrait ressentir le plus de regrets, une grande majorité des personnes interrogées, 92%, estimera que c'est Pierre qui va avoir les regrets les plus cuisants. Sa mauvaise inspiration lui a dicté un comportement néfaste. Il aurait mieux fait de ne rien faire. Tandis que les regrets de Paul, victime de son inaction, paraissent moins cuisants aux observateurs extérieurs invités à s'identifier aux héros malheureux de cette histoire virtuelle. L'action engendrerait-elle plus de regrets que l'inaction? Voilà de quoi donner raison aux personnes à basse estime de soi et à leurs évitements. De façon générale, d'assez nombreux travaux de psychologie sociale semblent effectivement indiquer que l'on éprouve davantage de regrets par rapport à des choses que l'on a faites que par rapport à des choses que l'on n'a pas faites. Nos échecs sont plus douloureux à court terme s'ils proviennent d'actions qui n'ont pas marché, comme dans le cas de Pierre, qui a vendu ses parts de la société B au mauvais moment, plutôt que d'inaction, Paul qui a pensé acheter des parts B, mais ne l'a pas fait. Les psychologues évolutionnistes supposent d'ailleurs que la fonction des regrets est précisément celle-ci, tirer la leçon de nos échecs pour nous inciter à être plus prudents à l'avenir avant de nous lancer à nouveau dans l'action. Un frein parfois utile donc. Mais chez les basses estimes de soi, ce frein peut devenir blocage. Pourtant, lorsque dans d'autres études, on évalue ce que les gens regrettent le plus dans leur vie, on s'aperçoit alors que les plus grands de nos regrets proviennent de ce que l'on n'a pas fait. J'aurais dû pousser plus loin mes études, j'aurais dû consacrer plus de temps à mes enfants, j'aurais dû parler davantage avec mon père avant qu'il ne meure, j'aurais dû épouser cet homme, etc. Dans une étude menée auprès de 77 sujets de divers milieux sociaux, à qui l'on posait cette question des plus grands regrets de leur existence, sur les 213 regrets exprimés, seuls 10 concernaient des événements hors de contrôle de la personne, avoir eu la polio alors que j'étais enfant. Et sur ce qui dépendait de leur contrôle, 63% des regrets concernaient des choses non faites contre 37% des choses faites. Par exemple, de mauvais choix sentimentaux, professionnels ou financiers. Comment expliquer cette apparente contradiction?
Tout simplement par le fait que le temps qui passe fait évoluer nos regrets. Ce que nous avons tendance à regretter dans l'immédiat, ce sont surtout les choses que nous avons faites, nos actions, lorsqu'elles ont échoué, bien sûr. Et ce que nous avons tendance à regretter le plus sur le long terme et avec du recul, ce sont plutôt les choses que nous n'avons pas faites, nos inactions et nos intentions d'action non concrétisées. Les personnes à basse estime de soi, dont l'évitement est souvent une philosophie obligée de vie, sont victimes de tels regrets d'inaction. Il semble par ailleurs que le profil émotionnel de ces deux types de regrets soit différent. Les regrets d'action, à court terme, je n'aurais pas dû faire cela, sont en général plus intenses que les regrets d'inaction, j'aurais dû. Sur le plan émotionnel, les premiers sont souvent nommés regrets chauds, hot regrets, tandis que les seconds se voient étiquetés regrets mélancoliques, wistful regrets. Une étude qui avait interrogé 79 volontaires sur l'intensité des émotions associées à chacun de leurs plus grands regrets de ces deux catégories avait fait apparaître clairement cette corrélation. Les regrets d'action sont davantage associés à des émotions intenses, colère, honte, culpabilité, frustration, tandis que les regrets d'inaction sont eux plus fortement inducteurs d'émotions plus discrètes, se sentir mélancolique, nostalgique, désabusé, mais aussi plus durables. Logique. Dans le premier cas, je regrette une réalité, ce que j'ai fait, tandis que dans le second, je regrette une virtualité, ce que j'aurais dû faire et ce que cela aurait alors permis. La plupart des choix significatifs effectués par des sujets à estime de soi fragile obéissent ainsi à une logique de prévention anticipée des regrets. La distance affective avec ses souvenirs. On observe dans les études que les sujets à bonne estime de soi arrivent à produire de légères distorsions de leur mémoire par rapport à leurs souvenirs. Ils se sentent plus proches de leur succès et plus éloignés de leurs échecs. En réponse à la question, en repensant à cet événement, à quel point le ressentez-vous aujourd'hui comme proche? C'est évidemment l'inverse pour les sujets à basse estime de soi. Plusieurs hypothèses sont possibles, mais il est à craindre que le ressassement et la réactivation de ces échecs soit le mécanisme qui induit ainsi un effet de plus grande proximité et de plus grande actualité chez eux. Lutter contre le mythe du bon choix. Mon frère, aujourd'hui décédé, donnait l'impression qu'il aurait pu être heureux partout, marié ou non, père de famille ou pas, habitant à la ville ou à la campagne. Quel que soit le moment, l'endroit, l'activité, il se débrouillait pour en tirer chaque fois le meilleur. Ce n'était pas de la passivité ou de la résignation, ce n'était pas de l'indifférence, mais de l'intelligence. Tout ce qu'il ne pouvait pas choisir, il le transformait dans la meilleure direction possible, il en tirait le meilleur. Et lorsqu'il avait à choisir, il ne se perdait pas en conjectures, il faisait confiance à la vie. C'était son expression favorite, faire confiance à la vie. Il disait que lorsqu'on hésitait, c'est que les deux solutions se valaient, qu'aucune n'était supérieure à l'autre, et qu'il ne fallait pas mettre son énergie à chercher quel était le bon choix, mais plutôt à faire ce choix en écoutant son cœur, puis à le bonifier. Je pense toujours à lui dans ces moments-là, lorsque je commence à me prendre la tête et à hésiter. Là, je me dis, vas-y, choisis, puis agis. Tout ira bien, il n'y aura pas de regrets. Témoignage d'Alexandre. Pour lutter contre les regrets excessifs, il faut d'abord se libérer de la peur obsédante de faire les mauvais choix. Ce grand serpent de mer de la psychothérapie des personnes à mauvaise estime de soi. Le bon choix n'existe pas. C'est nous et nous seuls qui avons le pouvoir de rendre nos décisions bonnes ou mauvaises. Le dilemme du bon choix. Cela se joue souvent après et non avant. C'est ce que nous en faisons et dans une moindre mesure ce que nous en pensons qui rend un choix bon ou mauvais. C'est vrai pour la plupart des choix d'une vie quotidienne. Habiter dans tel ou tel endroit, accepter tel ou tel travail, s'engager avec tel ou tel conjoint ou s'en séparer, etc.
Certes, on peut faire un choix de conjoint ou de métier que l'on regrette ensuite. Mais un autre conjoint ou un autre métier aurait entraîné à leur tour 1000 conséquences différentes, peut-être tout aussi regrettables. Évitons de voir notre vie comme une suite de moments décisifs où tout ce qui se joue serait définitif. Ce n'est pas ainsi que nos existences fonctionnent. Rappelons encore que pour se libérer de la peur des regrets anticipés liés à un choix, le plus efficace n'est pas de renoncer à agir, mais d'augmenter sa tolérance à l'échec. Et surtout d'apprendre à en tirer les enseignements, afin de transformer les occasions de regretter en occasions d'apprendre. Comme le rappelle la formule, si vous perdez, ne perdez pas la leçon. Faire un bon usage de ses regrets, c'est ainsi essayer de faire mentir la bruyère, qui constatait avec un certain pessimisme dans ses caractères le mauvais usage que l'humain fait de ses regrets. Le regret qu'ont les hommes du mauvais emploi du temps qu'ils ont vécu ne les conduit pas toujours à faire de celui qui leur reste un meilleur usage.